Bonjour à tous. Charles Chenet, je travaille pour la société Protolabs. Je ne vais pas vous présenter Protolabs tout de suite, ça sera tout à la fin. On va d'abord échanger autour du développement produit, autour de nous en tant que prototypistes. Qu'est-ce qu'on peut observer dans ces phases de développement produit, les retours d'expérience et quelles solutions surtout on peut y apporter. Donc voilà un petit peu l'agenda qu'on va avoir. On va tout d'abord parler de pourquoi personnaliser, quels sont les enjeux, comment ça se transforme en avantages concurrentiels et autres. On prendra l'exemple arbitraire, si je puis dire, d'une batterie, que ça soit dans l'automobile, dans le vélo, etc. Parce qu'il y a une forte recherche d'innovation. Euh, on mettra en lien le cycle de vie produit, car c'est une difficulté complémentaire qui vient à l'aspect technique, la gestion du cycle de vie produit. Et puis donc ensuite, quelle technologie on peut y apporter, quelles réponses on peut y apporter, à travers quelle technologie pour quel cycle, etc. On fera le lien entre tout ça. Et puis suivra la partie questions. J'espère qu'elles seront nombreuses. Donc tout d'abord, l'enjeu de la personnalisation. Euh, la personnalisation, à notre sens, c'est principalement transformer l'innovation dans un avantage concurrentiel. C'est en général souvent pour cette raison, en dehors de la passion, que l'on veut innover. Euh, le petit retour d'expérience qu'on peut avoir, nous on a affaire à tout type de typologie de clients, aussi bien la petite start-up que le grand groupe aéro. Ce qu'on va remarquer, c'est pas toujours dans l'ordre dont je vais vous le décrire, mais c'est en général il y a trois phases. Tout d'abord, on imagine un produit qui se veut innovant, novateur. Puis on va partir dans une première phase de développement où on va faire de l'ultra personnalisation. Chaque composant va être développé par ses soins, etc. On va y accorder un peu de temps et on va potentiellement vite se noyer un peu dans la complexité que ça peut représenter, que l'on n'avait pas forcément identifié au premier abord. Vient la première phase de devis où on voit des coûts exploser, etc. etc. S'ensuit en général petite phase de doute, de compétence, etc. Phase numéro 2, on prend le problème à l'inverse. On se dit, partant de ces problématiques-là, je vais m'orienter vers des produits standards qui sont déjà présents sur le marché. Je vais faire un rôle d'assemblage. Et là, on constate que l'innovation souhaitée se transforme en produit plus ou moins standard. On perd réellement la notion d'avantage concurrentiel. Vient donc ensuite la troisième phase, la phase de compromis, où là on a pour objectif le maintien de la performance initiale, le maintien du produit souhaité initialement, tout en l'associant à la réalité du marché, à la réalité d'un développement produit, hardware, aussi complexe soit-elle. Euh, Nous, ça va être dans cette troisième phase que l'on va essayer d'accompagner nos clients pour que le produit imaginé au premier abord on soit sur quelque chose qui soit plus proche de cette imagination-là. On a pris l'exemple de la batterie. Pourquoi la batterie? Bon, déjà parce qu'aujourd'hui, on nous sollicite beaucoup pour des développements batterie. Les véhicules, c'est une chose. Ça peut également être, j'ai des exemples en tête de fauteuils roulants, de vélos. Les fabricants de vélos étaient très présents à la dernière édition des APS Meeting, avec beaucoup de problématiques justement d'intégration de ces batteries dans leur cadre. La batterie, ça a commencé par le smartphone, par l'ordinateur, etc. Il y a une caractéristique commune souvent dans la batterie, c'est que finalement, sauf certains domaines, on vient lui donner sa place en dernier lieu et on vient exploiter l'espace restant dans la taille de notre produit. C'est vrai pour le smartphone. Ok, on veut un beau capteur photo, mais ça prend de la place. On veut un processeur performant, mais c'est énergivore. Et ensuite, c'est la batterie qui doit assumer tout ça. Et on fait face à des contraintes de taille physique, hein, j'entends, et d'intégration qui font que l'on s'oriente naturellement vers de la personnalisation pour optimiser. Pour optimiser quoi? Pour optimiser la capacité, la performance de cette batterie, son poids, son volume. Et tout ça nous amène vers une multiplicité de pièces de technicité. L'exemple de la batterie, aujourd'hui, voilà, c'est un exemple, mais selon dont on va discuter, ça s'adresse à tous les produits. Tous les produits ont leur complexité de développement,
La personnalisation permet d'aller plus loin, permet de se démarquer, mais a une problématique de coût. Notre objectif, nous, et on va en parler tout à l'heure à travers les différentes technologies, c'est d'accompagner au mieux via une palette de technologies de fabrication qui est la plus large possible. Dans ce salon, on parle évidemment beaucoup de fabrication additive. On en fait, bien entendu, que ça soit en polymère, que ça soit en métal, avec des reprises d'usinage, etc., etc. Vous en entendrez parler toute la journée de toute manière. Notre philosophie, c'est également de ne pas se limiter à cette technologie-là, mais de venir l'associer avec d'autres technologies. Ça va principalement répondre à un point qui est également le cycle de vie produit. On parlait tout à l'heure de la série en impression 3D. Oui, c'est vrai, on peut faire de la série en impression 3D, on en fait tous les jours, mais ça ne s'adapte pas forcément à tout type d'usage, tout type de quantité malgré tout. J'ai des clients dans le médical, vous fabriquez un scanner, c'est quelques unités par an, ça reste de la série, c'est un produit fini. On a un prestataire automobile, un fabricant automobile, la série, ça devient des millions. Donc la notion de série, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque typologie d'entreprise. Et vient également se greffer à tout cela la notion de cycle de vie. C'est-à-dire que dans le cycle de vie, effectivement, le moyen de production qui est utilisé au stade de prototypage ne va pas être le même qu'au stade de lancement, ne sera pas le même lors de la phase de croissance puis de maturité du produit. Et également, après, on rencontrera les problématiques de SAV, qu'on va appeler la phase de déclin, même si elle est un peu péjorative, dit comme ça. Mais on se doit de maintenir des pièces de remplacement pendant des dizaines d'années, etc. Au moins 10 ans. Ça implique notamment une diversité dans les procédés de fabrication. Typiquement, le prototypage, là, je vous apprendrai rien en vous disant que oui, la 3D répond évidemment aux problématiques de prototypage, maintenant également aux problématiques de lancement. Et suivant la typologie de produits, et notamment les volumes qui vont s'y associer, vient alors la phase de croissance et de maturité où parfois, pour des contraintes économiques, la 3D est encore challengée par d'autres technologies. On va le voir ensuite, Protolabs, il y a une multitude de palettes, on rentrera un peu plus dans le détail. Et pour rester sur la 3D, on a cette phase de déclin et d'obsolescence où là, potentiellement, la 3D peut reprendre son sens. Je vais me permettre d'en parler parce que tout simplement, ils ont communiqué dessus aux informations et c'est également avec des gens avec qui on travaille. Decathlon, aujourd'hui, évidemment, ne fait pas de la série en 3D, quoique il y a quelques composants, parce qu'ils ont des volumes et des recherches de coûts qui sont inatteignables avec de la 3D. Par contre, ils ont toute une phase d'obsolescence. Alors, quand bien même c'était des produits qui n'étaient pas développés au moment de l'impression 3D, ou au moment où elle s'est démocratisée en tout cas, ils ont toute une phase d'obsolescence où ils vont répondre au cas par cas à leur SAV via de l'impression 3D. Et donc là, on est quasiment sur de la rétro-engineering finalement. Les technologies de fabrication. Notre objectif, comme je vous le disais, nous, c'est de multiplier les technologies. Pour cela, on va en avoir 4 principales, notamment l'impression 3D. Donc on a une usine qui est dédiée à ça en Allemagne. On fait toute notre impression 3D en Allemagne dans une usine Protolabs. Pour cela, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez charger des fichiers, vous avez une analyse de faisabilité et un prix qui vous est donné. Tout ça, ça se fait de manière très rapide puisque c'est parfaitement instantané. Et derrière, vous avez des interlocuteurs, aussi bien des ingénieurs d'application que des designers, etc., pour partager autour de votre projet. On va évidemment avoir aujourd'hui une majorité des sujets de prototypage qui se font via de l'impression 3D. Et suivant la typologie de produit, alors on va pouvoir se permettre de basculer vers d'autres technos. Peut-être que l'impression métal peut être remplacée pour certains usages et certaines pièces, c'est évidemment limité, par de la CNC, moyennant des aménagements de design. C'est inévitable. On n'aura pas la même liberté qu'en impression 3D. Et c'est là où potentiellement on va venir vous accompagner. On va venir vous accompagner puisque on maîtrise ces 4 technologies. C'est des technologies évidemment qu'on fabrique tous les jours. Et surtout, on a un site dédié à chaque techno. Par contre, les personnes que vous avez en face de vous lors des phases de développement sont les mêmes personnes. Ça va être moi dans un premier lieu, avec un premier niveau technique. Derrière, vous aurez un ingénieur d'application qui, lui, a la connaissance
au moins des 3 principales qu'on va avoir là, à savoir le moulage, la CNC et la 3D. Et c'est là où on va pouvoir potentiellement, une fois discuté du cycle de vie produit, des quantités qui sont imaginées, on va potentiellement pouvoir s'orienter vers une techno, mais sans pousser trop loin le curseur. Évidemment, dans l'impression 3D, on pourrait faire un évidement qui n'est pas reproductible en moulage par injection. Par contre, si on se dit qu'on passe par l'impression 3D pour des questions de volume, pour des questions de prototypage dans un premier lieu, mais que derrière, vous visez un produit avec des centaines de milliers de pièces, ça peut tout à fait faire sens de se brider volontairement un petit peu dans la liberté de design pour garder quelque chose qui sera facile à reproduire en injection, voire identique. À l'inverse, on peut tout à fait avoir des produits lors de notions de rétrofit, lors de notions de V2 qui étaient faites en moulage. On a un produit en déclin, on veut prolonger un peu sa durée de vie. Alors, on va s'orienter vers de l'impression 3D pour alléger, pour donner un design plus innovant, sans engager des coûts qui sont importants via de l'outillage, etc. Sur l'usinage, on aura une proposition de valeur un peu particulière. On a une usine qui est dédiée à de l'usinage ultra rapide. L'idée, c'est que 48 heures après, 72 heures après, la pièce est sur votre bureau, après votre phase de devis. C'est en Angleterre, tout est internalisé. Vous postez votre pièce, vous avez un prix un quart d'heure après, vous avez votre pièce en 72 heures. Évidemment, c'est un schéma qui ne convient pas du tout à de la série. Ce serait hors de prix de fonctionner de cette manière-là en série, parce qu'il y a des contraintes de fabrication pour aller aussi vite qui sont importantes. C'est pour cela que récemment, on a acquis une société qui était initialement concurrente, qui, elle, par contre, est dédiée à la CNC série. Et aujourd'hui, on peut vraiment faire la bascule entre les deux. Il y a une notion de chevauchement, où on va pouvoir, dans un premier temps, proposer pour la phase proto la CNC ultra rapide, et dans un second temps, des dizaines de milliers de pièces parce que votre produit est lancé, ça tourne, etc. etc. Moulage par injection, même schéma. On était avant tout, j'emploie l'imparfait, on était le passé, on était prototypiste. C'est-à-dire qu'on faisait des moules en aluminium de façon ultra rapide, c'est le propre de Protolabs. Notre objectif dans le moulage par injection, c'est vraiment de faciliter l'accès à cette techno qui est plutôt complexe par définition, qui est lourde de mise en œuvre, que ce soit en termes de coût, en termes de délai. Nous, c'est vraiment de simplifier l'accès à cette technologie. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec de l'impression 3D ou de l'usinage plastique, et 2 semaines après, ou une discussion plus tard, on part à prototyper, à designer un moule pour eux. Parce qu'ils se rendent compte, ah ouais, moi un moule, je pensais que ça mettait 12 semaines. Je pensais également que ça coûtait des dizaines de milliers d'euros. Pas forcément. Il y a des moules à partir de 1500 euros et vous l'avez 15 jours plus tard. Enfin, c'est pas le moule que vous avez, c'est les pièces terminées 15 jours plus tard chez vous. Ça, c'est notre délai standard, 15 jours en injection. Ce qui est imbattable sur le marché. Ça, c'est un point pour lequel on peut se vanter. Il n'y a pas de doute là-dessus. On peut même aller plus vite, moyennant finance certes, mais on peut faire des moules en 5 jours avec les échantillons rendus chez vous 5 jours. Ça donne vraiment un accès à cette technologie qui est extrêmement fort. Ça passe également dès la phase de devis. C'est-à-dire que dès la phase de devis, vous postez votre step dans les moins de 24 heures, qui est quand même très court pour l'injection. Vous avez non seulement une faisabilité, vous avez un prix et vous avez énormément de conseils d'optimisation. Ça peut être soit de l'optimisation dans le sens où vous allez avoir, voilà, là on a une contre-dépouille, là on a une rotature, etc. Sans rentrer dans la technique, on vient vous identifier des zones. Ça sera des zones que vous devez modifier. Bien sûr, on peut en discuter ensemble. Bien sûr, on peut vous filer un coup de main. Bien sûr, on a des designers. Mais ça sera une zone qu'on devra modifier. Ou alors, on devra complexifier le moule pour la sortir. Ça, vous avez ça en 24 heures. Et derrière, vous avez toute une panoplie de conseils qui vont être là de l'optimisation. Donc, on va venir optimiser votre design, enfin, vous proposer d'optimiser en disant, ici, vous avez une zone un peu massive. Ça peut créer quelques problématiques esthétiques. Derrière, soit vous avez les compétences pour tout gérer en interne, vous vous débrouillez, si je puis dire. Vous gardez la main sur votre sujet. Soit vous dites, waouh, moi j'étais venu pour de la 3D, je me retrouve à designer un moule en injection, c'est plus du tout mon domaine. Là, j'ai besoin d'expertise. Aucun problème. On a toute une cellule design qui vient potentiellement prendre le relais, soit parce qu'elle vous manque de temps, soit parce que vous manquez de compétences, pour vous aider à basculer en injection. Donc quand je dis basculer, vous êtes peut-être venu directement pour l'injection. Mais initialement,
vous comptiez peut-être juste faire de l'impression 3D, vous vous rendez compte que l'injection est accessible. Et en injection, via la société acquise il y a 2 ans par Protolabs, on a ce même schéma de pouvoir faire aujourd'hui, d'avoir des partenaires série pour le coup. Où là, chaque série a ses spécificités. On a eu quelqu'un tout à l'heure, il me dit ouais, moi j'ai besoin d'injecter des pièces qui font 1,50 m. Ok, ça, on a un partenaire pour ça, mais nous, Protolabs, on se limite à 760 mm, c'est la taille de nos presses. Maintenant, on a un partenaire pour ça. On a d'autres personnes qui vont dire bah, moi j'ai de la micro-injection. Ok, maintenant on a un partenaire pour ça. Et donc on a vraiment ouvert le champ des possibles. Le but initial, c'était de s'orienter vers de la série, mais aussi on peut aller vers de la spécialisation, vers du marché de niche dans cette techno-là. Et on a également une activité de tôlerie à présent, qui n'était pas le cas de Protolabs Europe, qui est le cas de Protolabs US, mais qui n'était pas le cas de Protolabs Europe. Pour situer un petit peu la taille de Protolabs, puisque le nom pourrait porter à confusion, Labs Labo, on est un peu plus gros que le labo. Maintenant, c'est une entreprise qui fait 3000 salariés, qui est basée, dont le siège est basé aux États-Unis et le siège européen est basé en Angleterre, et qui fait un demi-milliard de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une société qui a pris un peu d'envergure, mais qui se veut toujours très accessible. Le but, c'est vraiment de mettre le digital avec de l'humain derrière. Initialement, l'objet de cette société, c'était de faire que du digital et de se passer d'humain. Ils sont peut-être allés un peu loin dans le concept, ils ont rétro-pédalé, et ils se sont dit, OK, on va mettre le digital au service de l'humain, et là prend tout son sens. Voilà, l'objectif, c'est de faciliter l'accès à l'innovation, donc à l'avantage concurrentiel. Je vous remercie pour l'écoute, et puis je suis là pour répondre à vos questions, s'il y en a, il y en a qui en découlent. Que ce soit au sujet de l'innovation, d'une technologie en particulier, ou de quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, hein, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'aimerais savoir, du coup, si vous avez réussi à associer 2 technos, faire un moule, par exemple, en impression 3D et injecter dedans ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose... C'est une très bonne question. On l'a déjà fait, mais pas pour nous. C'est-à-dire qu'on nous a déjà fait imprimer un moule, par exemple, en 3D, pour faire l'injection. Nous, l'association de 2 technos, je réfléchis, hein, mais on va l'avoir sous 2 formes. Il y a une activité dont on n'a pas parlé parce qu'elle est très secondaire, mais il y a la coulée sous vide. Où là, on vient faire un master model en impression 3D. Donc effectivement, il y a un recroisement. Et on vient également, mais comme beaucoup ici, quand on commence à rentrer dans la technicité, faire du DMLS. Et on va profiter de nos capacités de CNC pour pouvoir faire de la reprise d'usinage, pour avoir une portée de joint nickel, pour faire un polissage, pour faire des taraudages, etc. etc. Pour les petites lacunes qui pourraient rester en DMLS, on vient les compenser par l'usinage. Donc effectivement, on a ce petit luxe-là d'avoir plusieurs technos, plusieurs cordes à notre arc pour les associer. Troisième exemple, c'est par exemple toutes nos métrologies sont faites avec un maintien de pièces qui est imprimé chez nous, tout simplement. Ça nous permet de gagner en précision, de gagner en rapidité, plutôt que d'avoir un maintien manuel. On vient imprimer le négatif, on vient poser notre pièce, on vient faire nos métrologies. Mais effectivement, les clients sont parfois plus novateurs que nous sur ce point-là, avec le fait d'imprimer un moule. C'est tout à fait possible. Je me souviens d'ailleurs à l'APS Meeting de l'année dernière, une société qui faisait du mobilier urbain, qui a fait imprimer des moules pour couler de la fonte derrière. Donc, on est sur des moules métalliques aujourd'hui. Ouais. Okay. Et qui en ont réalisé également en usinage. Donc ouais, c'est quelque chose qui se recroise parfois de notre initiative et parfois de l'initiative de nos clients. Super, merci. Notamment, juste une petite parenthèse, histoire de s'amuser un petit peu. Dans mes activités de retraité de Thales, je fais des modèles réduits. Je coule du plomb dans des moules silicone, eux-mêmes venant, c'est une empreinte femelle, la partie mâle,
En fait, le noyau, je l'ai fait en impression 3D, FDM tout à fait classique. Donc voilà, la chaîne fait que je fais une empreinte, je coule du silicone, je renforce avec du plâtre pour éviter que le silicone se barre dans tous les sens parce que c'est pas rigide en soi. Je coule du plomb derrière, j'ai un plomb en forme. Voilà. C'est un bon exemple. Et on a des clients exactement comme vous. On a à côté, vous citiez tout Thales, donc je vais me permettre de citer le nom, mais à côté d'un Thales, il va avoir un particulier qui va faire du modélisme, qui va usiner des pièces pour sa motocross, etc. Et donc c'est assez intéressant d'avoir une telle palette, et évidemment des développements de produits, si je puis dire, qui sont si différents. Ouais, tout à fait. Et c'est là l'intérêt de faciliter l'accès. Ça facilite évidemment pour un grand groupe de l'accès à l'injection, mais je dirais ils ont déjà leur contact. Simplement, ils vont pouvoir peut-être le développer sur des pièces où ils n'auraient pas imaginé euh, utiliser ces technologies. On se dit, ah, j'ai seulement 2000 pièces par an, c'est un peu à cheval. Est-ce que je prends de l'injection? Est-ce que je prends du CNC? Est-ce que je prends de l'usinage? Bah voilà, tout dépend de l'investissement de départ, tout dépend de la complexité de départ. Merci. Du coup, j'ai une deuxième question. Quels sont vos domaines d'application? Vous travaillez pour quel domaine Ça va être une réponse de Normand, mais à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'on a au- la répartition, par exemple, les trois domaines principaux, mais du coup, ça couvre une palette très large, c'est aéro, auto, médical. Euh, mais vraiment, ça va être plus large que ça. Il y a vraiment toute typologie. Ça peut également être même une université, c'est-à-dire qu'il y a des projets d'études qui sont menés. Nous, la partie française de Protolabs, on est à Bourget-du-Lac, donc à côté de Technolac, où il y a un gros pôle d'innovation. Ils utilisent nos services. Et à côté de ça, effectivement, il y a des pièces dans des protos en aviation, etc. du coup? Très large. Étant donné que je fais partie de l'aéronautique, donc Air France Industrie, Ouais. quelles sont les typologies de pièces et technos que vous utilisez plutôt pour l'aéro? Donc ça, je pense que ça sera plutôt de l'injection. Aujourd'hui, le 3D, il n'est pas vraiment développé sur avion. Bah alors, Très peu. je suis en train de réfléchir aux notions de confidentialité en même temps dans ma tête, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Mais vu qu'il y a une communication dessus, je crois que je peux me le permettre. En 3D, sur des phases de proto, voire quasi pré-proto, vous, entre guillemets, si je puis dire, vous en utilisez. Et on travaille avec une étroite collaboration sur le sujet. En ALM, enfin en impression 3D du coup. Ouais, tout à fait. Et sur des sujets de batterie, justement, on est en plein dedans. Mais à ma connaissance, alors si on fait pas directement pour Airbus, mais il y a effectivement des pièces en injection qui sont développées aujourd'hui pour de la sous-traitance plutôt. Ok, super, merci. Pour tout élément volant, pour tout élément se déplaçant, que ce soit voiture, véhicule, se rappeler qu'en fait la consommation de gaz carbonique n'est pas du tout sur la fabrication, on s'en fout complet. C'est sur la vie de l'objet, c'est-à-dire une voiture qui se déplace 300 000 km, un avion qui se déplace pendant 30 ans. Et donc là-dessus, c'est donc les gains de masse qui vont être importants. Gagner de la masse égale gagner du gaz carbonique. Et ça pendant 30 ans, c'est juste pas un détail. Faites les calculs, moi je les ai chez Thales, c'est juste à mourir de rire. Donc la fabrication, walou, pour tout élément qui se déplace. Et donc dans ce cadre-là, la fabrication additive, polymère, etc., dans le but de diminuer la matière à résistance et à performance équivalente, on est d'accord, mais avec les outils qui peuvent être abordés, Optime Topo, j'en passe et les meilleurs, formation, forme organique, etc. Donc, en tout cas, atteindre des masses critiques très faibles pour des résistances équivalentes, même si ça demande un boulot de fou, difficile et de mise au point difficile, à la fin, le gain gaz carbonique, il est très conséquent. Bah, chez Airbus, par exemple, il y a un développement d'avions électriques, si je ne me trompe pas. Les discussions qu'il y a pu avoir autour de ça, c'est des discussions sur le gramme, quoi. Donc, sauf que des grammes sur chaque pièce qui va composer, que ce soit un engin volant ou roulant,
C'est énorme. Et effectivement, c'est une vraie évolution que l'on a pu constater dans le milieu de l'auto, déjà dans un premier temps, même si on a des voitures de plus en plus lourdes, mais là, ça, c'est pour d'autres raisons de sécurité, etc., etc. Malgré tout, il y a un vrai effort de nos constructeurs à alléger tout ça. Et aujourd'hui, dans les discussions que l'on peut avoir pour des produits auxquels on n'aurait pas pensé, on parle d'une trappe à carburant. Dans une trappe à carburant, aujourd'hui, ils sont en train de dire non, non, mais là, cette zone-là, il faut qu'on évite. Tant pis, on met un moule plus complexe. Il y aura un tiroir, le moule série coûtera 15 000 euros de plus, mais là, ça nous fait gagner 5 grammes. Et aujourd'hui, il y a des constructeurs qui sont dans cette démarche sans que ça soit des constructeurs qui sont dans une recherche de compétition, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué la batterie électrique en début de présentation, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Est-ce que vous fabriquez des composants de la batterie aujourd'hui en impression 3D? Donc, en impression 3D, ce qui a été fait à ce jour, enfin, il y a un élément de la batterie qui est un standard systématique, puisque sa complexité est trop élevée pour le développer soi-même, sauf exception et très grand groupe. C'est au niveau de la cellule. Et au niveau de la cellule, vous avez beaucoup de cells holders qu'on va appeler, donc de maintien de cellules batterie. Je pense à des applications de vélo électrique, de fauteuil roulant, etc. Vous avez des cellules format standard lithium. Et oui, vous en avez plein le marché, des cells holders rectangulaires, X cellules par X cellules. Là où on parlait d'avantage concurrentiel, et c'est même pour ça que l'exemple de la batterie a été pris, c'est que si votre fauteuil roulant, vous lui souhaitez 18 km plutôt que 15 d'autonomie, bah, ces 3 km, vous allez peut-être pouvoir les gratter sur de la densité énergétique. La densité énergétique, vous allez pouvoir la gratter sur l'espace que vous avez entre vos cellules et surtout sur l'optimisation par rapport à votre design initial de produit. Là, j'ai un petit recoin où je pourrais caler 5 cellules de plus. Et donc, oui, aujourd'hui, on fait de l'impression 3D principalement quand même pour prototyper ces cells holders avant injection. Parce qu'en général, quand on en vient au développement j'ai d'autres exemples qui me viennent en tête, mais quand on en vient au développement de batteries comme ça, par exemple pour des fauteuils, oui, il y a de la valeur ajoutée, mais il y a également de la quantité derrière. Et comme je vous disais, il y a un accès à ce type de moule. On va parler d'un moule, si mes souvenirs sont bons, à 4 000 euros. Ça se rentabilise vite quand on a des pièces à quelques euros. Par contre, j'ai en tête des applications défense où on parle de quantités beaucoup plus petites, où on a du maintien de cellules et du capotage cellules qui est entièrement fait en 3D et qui est qualifié. Voilà. Bah, je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup à toi aussi.